Vous savez ce qui me brise le cœur, vraiment, profondément, quand je reçois des femmes dans mon cabinet depuis maintenant plus de 30 ans. Ce n'est pas la tristesse qu'elles portent, ce n'est pas la douleur d'une séparation, ce n'est pas même la solitude qui s'est installée comme un invité indésirable dans leur vie. Non, ce qui me brise le cœur, c'est ce regard. Ce regard qu'elles ont quand elles s'assiedent en face de moi pour la première fois, ce regard qui dit, sans qu'elles prononcent un seul mot, qu'est quelque part au fond d'elles-mêmes, elles ont commencé à croire qu'elles... Ce qui me brise le cœur, c'est ce regard. Ce regard qu'elles ont quand elles s'assoient en face de moi pour la première fois, ce regard qui dit, sans qu'elles prononcent un seul mot, qu'est quelque part au fond d'elles-mêmes, elles ont commencé à croire qu'elles n'étaient plus désirables. Qu'elles avaient passé l'âge, que quelque chose en elles s'était éteint définitivement sans retour possible. Et je vous le dis aujourd'hui avec toute la conviction que 30 ans de psychiatrie et de psychothérapie m'ont donné, cette croyance est non seulement fausse, elle est dangereuse. Et si vous êtes là, si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est que quelque chose en vous, une petite voix, un instinct, une intuition profonde, c'est que vous méritez mieux que ce que vous vous racontez. Et je vous le dis aujourd'hui avec toute la conviction que 30 ans de psychiatrie et de psychothérapie m'ont donné. Cette croyance est non seulement fausse, elle est dangereuse. Et si vous êtes là, si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est que quelque chose en vous, une petite voix, un instinct, une intuition profonde, sait que vous méritez mieux que ce que vous vous racontez. Je m'appelle Christophe André, je suis psychiatre et psychothérapeute et aujourd'hui je veux avoir avec vous une conversation que personne ne semble vouloir avoir. Une conversation honnête, directe, sans fioriture et sans condescendance sur ce que les femmes vraiment désirées font différemment. Pas les femmes parfaites, il n'en existe pas, je vous rassure tout de suite. Pas les femmes sans rides, sans doute, sans histoire. Non, les femmes qui à 45 ans, à 50 ans, à 60 ans, rayonnent d'une façon qui attire les regards, qui inspire le respect, qui crée ce magnétisme particulier qu'on ne sait pas toujours nommer, mais qu'on... Pas les femmes sans rides, sans doute, sans histoire. Non. Les femmes qui, à 45 ans, à 50 ans, à 60 ans, rayonnent d'une façon qui attire les regards, qui inspire le respect, qui crée ce magnétisme particulier qu'on ne sait pas toujours nommer, mais qu'on ressent immédiatement quand on entre dans une pièce où elles se trouvent. Ces femmes existent, je les ai rencontrées, j'en connais les secrets. Et aujourd'hui, je vais tout vous dire. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous peindre une image. Une image que vous reconnaîtrez peut-être parce qu'elle est terriblement commune, terriblement réelle. Imaginez un mardi matin ordinaire. Vous vous réveillez pas tout à fait reposé parce que le sommeil n'est plus aussi simple qu'il y a 20 ans et vous allez dans la salle de bain, vous vous regardez dans le miroir. Une image que vous reconnaîtrez peut-être parce qu'elle est terriblement commune, terriblement réelle. Imaginez un mardi matin ordinaire. Vous vous réveillez pas tout à fait reposé parce que le sommeil n'est plus aussi simple qu'il y a 20 ans et vous allez dans la salle de bain. Vous vous regardez dans le miroir. Et pendant quelques secondes, vous ne vous regardez pas vraiment, vous vous évaluez. Vous cherchez les marques du temps, vous comptez les signes, vous faites cet inventaire cruel et silencieux que beaucoup d'entre vous font chaque matin sans même s'en rendre compte. Puis vous allez préparer votre café, vous ouvrez votre téléphone et peut-être que vous tombez sur une photo. Une photo de votre ex-mari ou de l'homme avec qui vous avez partagé des années de votre vie et il est là, souriant avec quelqu'un de plus jeune, peut-être quelqu'un qui semble légère, insouciante, heureuse. Puis vous allez préparer votre café, vous ouvrez votre téléphone et peut-être que vous tombez sur une photo. Une photo de votre ex-mari ou de l'homme avec qui vous avez partagé des années de votre vie. Et il est là, souriant avec quelqu'un de plus jeune, peut-être quelqu'un qui semble légère, insouciante, heureuse. Et quelque chose dans votre poitrine s'est contracte. Pas forcément de la jalousie, pas forcément de l'amour encore présent, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemble à une question que vous n'osez pas formuler à voix haute, une question qui dit « est-ce que j'ai raté quelque chose ?» Est-ce que j'aurais pu être différente? Est-ce que je suis encore capable d'inspirer ce désir, cette légèreté, cette joie? Que j'ai raté quelque chose? Est-ce que j'aurais pu être différente? Est-ce que je suis encore capable d'inspirer ce désir, cette légèreté, cette joie? Je vous pose cette question non pas pour vous faire mal, mais parce que cette question, quand on l'affronte vraiment, quand on cesse de la fuir, elle devient le point de départ de quelque chose d'extraordinaire. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Mais d'abord, si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton s'abonner, je vous invite à le faire maintenant.
Non pas parce que c'est la formule habituelle qu'on dit dans les vidéos, mais parce que ce que je partage ici, semaine après semaine, ce sont des outils concrets, des insights issus de la recherche en psychologie, des techniques que j'utilise avec mes patients depuis des décennies et que vous méritez d'avoir accès à tout ça. Non pas parce que c'est la formule habituelle qu'on dit dans les vidéos, mais parce que ce que je partage ici, semaine après semaine, ce sont des outils concrets, des insights issus de la recherche en psychologie, des techniques que j'utilise avec mes patients depuis des décennies et que vous méritez d'avoir accès à tout ça. Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez une communauté de femmes qui ont décidé de prendre leur vie émotionnelle et relationnelle au sérieux, parce que vous le valez vraiment. Maintenant, revenons à notre sujet. Parce que ce que je vais vous dire maintenant, c'est important et je veux que vous le preniez très au sérieux. Si vous ne comprenez pas ce qui distingue les femmes vraiment désirées des autres, si vous continuez à fonctionner avec les mêmes schémas, les mêmes croyances, les mêmes comportements qui ont peut-être contribué à l'éloignement, à la distance, à la rupture, alors vous risquez quelque chose de très concret et de très douloureux. Si vous ne comprenez pas ce qui distingue les femmes vraiment désirées des autres, si vous continuez à fonctionner avec les mêmes schémas, les mêmes croyances, les mêmes comportements qui ont peut-être contribué à l'éloignement, à la distance, à la rupture, alors vous risquez quelque chose de très concret et de très douloureux. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur gratuitement, je le dis parce que c'est ce que j'observe, c'est ce que la recherche montre, c'est ce que mes patients vivent dans mon cabinet. Voici la réalité que personne ne veut vous dire en face. Pendant que vous vous demandez si vous êtes encore désirable, pendant que vous hésitez, pendant que vous attendez de vous sentir prête, pendant que vous remettez à demain le travail sur vous-même, la vie continue. Elle continue pour tout le monde, y compris pour lui, et la nature humaine, la psychologie masculine en particulier, fonctionne d'une façon qui peut être cruelle si vous ne la comprenez pas. Pendant que vous vous demandez si vous êtes encore désirable, pendant que vous hésitez, pendant que vous attendez de vous sentir prête, pendant que vous remettez à demain le travail sur vous-même, la vie continue. Elle continue pour tout le monde, y compris pour lui, et la nature humaine, la psychologie masculine en particulier, fonctionne d'une façon qui peut être cruelle si vous ne la comprenez pas. Les hommes qui se retrouvent seuls après une longue relation ou qui traversent une période de transition, ils ne restent généralement pas seuls longtemps. Non pas parce qu'ils sont meilleurs que vous, non pas parce qu'ils sont plus désirables, mais parce que le monde est construit d'une façon qui les y encourage et parce que souvent une femme qui a compris ce que je vais vous enseigner aujourd'hui est déjà là, prête, rayonnante, magnétique. Et voilà ce qui se passe alors. Lui, il rencontre quelqu'un qui a peut-être moins d'histoire avec lui, moins de blessures communes, moins de mémoire partagée des mauvais moments. Vous enseignez aujourd'hui est déjà là, prête, rayonnante, magnétique. Et voilà ce qui se passe alors. Lui, il rencontre quelqu'un qui a peut-être moins d'histoire avec lui, moins de blessures communes, moins de mémoire partagée des mauvais moments. Quelqu'un qui lui présente une version fraîche, enthousiaste, légère d'elle-même, et lui, il commence à construire quelque chose, des projets, des voyages, des rires, une nouvelle vie. Et vous, vous regardez ça de loin, avec ce sentiment étrange qui mélange la douleur et l'incrédulité, et vous vous dites, mais comment est-ce possible? Comment peut-il être aussi heureux si vite? Est-ce que notre histoire ne comptait pas? Est-ce que je ne comptais pas? Je vais vous dire quelque chose de difficile à entendre, mais de libérateur à comprendre. Ce n'est pas une question de valeur. C'est pas parce que vous valez moins que cette autre femme. C'est parce qu'elle a, consciemment ou inconsciemment, appliqué des principes que vous n'avez pas encore découverts. Est-ce que notre histoire ne comptait pas? Je vais vous dire quelque chose de difficile à entendre, mais de libérateur à comprendre. Ce n'est pas une question de valeur. Ce n'est pas parce que vous valez moins que cette autre femme, c'est parce qu'elle a consciemment ou inconsciemment appliqué des principes que vous n'avez pas encore découverts. Des principes qui ont à voir avec la façon dont elle se perçoit, dont elle se présente, dont elle interagit avec le monde et avec les hommes. Et ces principes, aujourd'hui, je vais vous les donner, tous, sans rien retenir. Mais avant ça, je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel sur ce qui se passe si vous ne prenez pas action. Parce que le scénario que je vous ai décrit, lui qui construit une nouvelle vie, lui qui s'épanouit avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est ce qui se passe en vous si vous laissez passer cette opportunité de transformation. Le pire, c'est de se retrouver dans 5 ans, dans 10 ans, avec le même regard dans le miroir, mais en plus lourd. Parce que le scénario que je vous ai décrit, lui qui construit une nouvelle vie, lui qui s'épanouit avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est ce qui se passe en vous si vous laissez passer cette opportunité de transformation. Le pire, c'est de se retrouver dans 5 ans, dans 10 ans, avec le même regard dans le miroir, mais en plus lourd.
Avec la même question mais en plus ancienne, avec la certitude progressive, insidieuse que le désir, l'amour, la connexion profonde avec un autre être humain, tout ça c'est pour les autres, pas pour vous. Et je vous dis ça non pas pour vous accabler, mais parce que j'ai vu ce chemin. J'ai vu des femmes extraordinaires, intelligentes, sensibles, profondes, s'enfermer dans cette prison invisible. Et j'ai vu aussi des femmes qui, à 50 ans, à 55 ans, ont décidé de tout changer, qui ont appris ces principes, qui les ont appliqués et dont la vie s'est transformée d'une façon qui les surprend encore elles-mêmes. Ces femmes, je les connais. Et j'ai vu aussi des femmes qui, à 50 ans, à 55 ans, ont décidé de tout changer, qui ont appris ces principes, qui les ont appliqués et dont la vie s'est transformée d'une façon qui les surprend encore elles-mêmes. Ces femmes, je les connais. Et c'est pour elles et pour vous que je suis là aujourd'hui. Alors qu'est-ce que les femmes vraiment désirées font différemment? Qu'est-ce qui les distingue? Quel est ce secret que personne ne semble vouloir vous dire clairement? Laissez-moi commencer par quelque chose qui va peut-être vous surprendre parce que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. La première chose, la chose la plus fondamentale, c'est qu'elles ont une relation différente avec leurs propres valeurs, pas avec leur apparence, pas avec leur situation sociale ou financière, avec leurs valeurs intrinsèques, profondes, irréductibles. La première chose, la chose la plus fondamentale, c'est qu'elles ont une relation différente avec leurs propres valeurs, pas avec leur apparence, pas avec leur âge, pas avec leur situation sociale ou financière, avec leurs valeurs intrinsèques, profondes, irréductibles. Et cette relation se manifeste dans chaque micro-comportement, dans chaque interaction, dans chaque façon de se tenir, de parler, de regarder les autres, de répondre aux messages, de traverser une salle. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là avec une histoire réelle. J'ai eu en thérapie il y a quelques années une femme que j'appellerais Marianne. 52 ans, cadre supérieur, intelligente et cultivée, une femme qui est n'importe qui, en la regardant de l'extérieur, aurait décrite comme quelqu'un qui a tout pour elle. Et pourtant, dans ses relations amoureuses, elle était dans un schéma répétitif de disponibilité excessive, de suradaptation, de disparition progressive d'elle-même au profit de l'autre. 52 ans, cadre supérieur, intelligente, cultivée, une femme qui est n'importe qui, et en la regardant de l'extérieur, aurait décrite comme quelqu'un qui a tout pour elle. Et pourtant, dans ses relations amoureuses, elle était dans un schéma répétitif de disponibilité excessive, de suradaptation, de disparition progressive d'elle-même au profit de l'autre. Elle faisait tout pour plaire, tout pour être aimée, tout pour éviter le conflit et l'abandon. Et paradoxalement, ce comportement qui venait d'un besoin profond d'être accepté et désiré produisait exactement l'effet inverse. Les hommes qu'elle rencontrait, au début attirés par son intelligence et sa chaleur, finissaient par se désengager, ils la trouvaient trop disponible, trop prévisible, trop facile. Pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce que la psychologie humaine fonctionne ainsi, et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Les hommes qu'elle rencontrait, au début attirés par son intelligence et sa chaleur, finissaient par se désengager. Ils la trouvaient trop disponible, trop prévisible, trop facile. Pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce que la psychologie humaine fonctionne ainsi, et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Ce que Marianne a appris en thérapie, ce que nous avons travaillé ensemble pendant des mois, c'est précisément cette relation à sa propre valeur. Elle a appris à cesser de chercher dans le regard de l'autre la confirmation qu'elle existait, qu'elle comptait, qu'elle était désirable. Elle a appris à trouver en elle-même cette confirmation. Et quand ce changement a eu lieu, quand ce basculement intérieur s'est produit, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Les gens autour d'elle ont changé de comportement. Pas parce qu'elle avait changé physiquement, pas parce qu'elle était devenue plus jeune ou plus belle au sens conventionnel du terme, mais parce qu'elle émettait quelque chose de différent. Une fréquence différente. Et quand ce changement a eu lieu, quand ce basculement intérieur s'est produit, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Les gens autour d'elle ont changé de comportement. Pas parce qu'elle avait changé physiquement, pas parce qu'elle était devenue plus jeune ou plus belle au sens conventionnel du terme, mais parce qu'elle émettait quelque chose de différent. Une fréquence différente, une présence différente. Et là, vous allez me dire, Christophe, c'est beau comme idée, mais concrètement, comment on fait ça? Comment on change cette relation à soi-même? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ce n'est pas une question de pensée positive, de se répéter des affirmations devant le miroir, de se convaincre qu'on est belle et désirable. Non.
C'est quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus ancré dans le comportement quotidien et je vais vous donner des outils précis pour y arriver. Mais d'abord, permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà remarqué comment certaines femmes entrent dans une pièce? C'est quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus ancré dans le comportement quotidien et je vais vous donner les outils précis pour y arriver. Mais d'abord, permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà remarqué comment certaines femmes entrent dans une pièce? Pas nécessairement les plus jeunes, pas nécessairement les plus minces, pas nécessairement celles qui correspondent aux critères conventionnels de beauté. Mais certaines femmes, quand elles entrent quelque part, quelque chose change dans l'atmosphère, les gens se retournent, pas forcément de façon ostensible, mais quelque chose se passe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elles ont que les autres n'ont pas? C'est exactement ce que nous allons décortiquer ensemble. Ce que ces femmes ont, c'est ce que j'appelle une présence incarnée. Elles sont là, vraiment là, dans leur corps, dans l'instant, dans l'espace qu'elles occupent. Qu'est-ce qu'elles ont que les autres n'ont pas? C'est exactement ce que nous allons décortiquer ensemble. Ce que ces femmes ont, c'est ce que j'appelle une présence incarnée. Elles sont là, vraiment là, dans leur corps, dans l'instant, dans l'espace qu'elles occupent. Elles ne sont pas ailleurs dans leur tête, à se demander comment elles sont perçues, à analyser le regard des autres, à se comparer, à s'évaluer. Elles sont simplement là, présentes, solides, ancrées. Et cette présence, elle se perçoit, elle se ressent. Elle crée un champ magnétique particulier que nous, en tant qu'êtres humains, captons instinctivement. La neuroscience nous a appris quelque chose de fascinant à ce sujet. Nous avons dans notre cerveau des neurones miroirs, ces neurones qui nous permettent de ressentir ce que l'autre ressent, de nous synchroniser avec son état intérieur. La neuroscience nous a appris quelque chose de fascinant à ce sujet. Nous avons dans notre cerveau des neurones miroirs, ces neurones qui nous permettent de ressentir ce que l'autre ressent, de nous synchroniser avec son état intérieur. Quand vous êtes en présence de quelqu'un qui est vraiment présent, vraiment ancré, vraiment à l'aise dans sa peau, vos neurones miroirs le captant immédiatement. Vous ressentez quelque chose, une attraction, un confort, une envie d'être proche de cette personne. Et inversement, quand vous êtes en présence de quelqu'un qui est anxieux, qui cherche l'approbation, qui n'est pas à l'aise dans sa propre peau, vous le ressentez aussi, même si vous n'en avez pas conscience, et ça crée une légère impulsion, un désengagement subtil. Et inversement, quand vous êtes en présence de quelqu'un qui est anxieux, qui cherche l'approbation, qui n'est pas à l'aise dans sa propre peau, vous le ressentez aussi, même si vous n'en avez pas conscience, et ça crée une légère répulsion, un désengagement subtil. Voilà pourquoi les femmes qui ont cette présence incarnée sont désirées. Pas parce qu'elles sont parfaites, pas parce qu'elles n'ont pas de doute ou d'insécurité, mais parce qu'elles ont appris à habiter leur corps, leur espace, leur vie, d'une façon qui transmet quelque chose de fondamentalement attirant pour tous les êtres humains, qui est la solidité, la sécurité intérieure, la paix avec soi-même. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui est directement lié à ça et qui est peut-être le point le plus contre-intuitif de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Paix avec soi-même. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui est directement lié à ça et qui est peut-être le point le plus contre-intuitif de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Les femmes vraiment désirées ne cherchent pas à être désirées. Je sais, ça semble paradoxal. Attendez, laissez-moi expliquer parce que c'est crucial. On cherche à être désiré quand on organisait son comportement, sa façon de s'habiller, de parler, de sourire, autour de l'objectif d'obtenir l'approbation et le désir de l'autre. On crée quelque chose que les psychologues appellent une dépendance à la validation externe. Et cette dépendance, elle se voit, elle se sente, elle crée une dynamique dans laquelle l'autre devient la source de votre bien-être et vous devenez quelqu'un qui a besoin, qui demande, qui attend. Psychologue appelle une dépendance à la validation externe. Et cette dépendance, elle se voit, elle se sent, elle crée une dynamique dans laquelle l'autre devient la source de votre bien-être et vous devenez quelqu'un qui a besoin, qui demande, qui attend. Et rien n'est moins attirant pour un homme ou pour n'importe quel être humain que quelqu'un qui a besoin de lui pour exister. Les femmes vraiment désirées, elles ont une vie. Une vie riche, pleine, intéressante, qui n'attend pas qu'un homme vienne la remplir. Elles ont des passions, des amis, des projets, des envies, des rires, des colères, des opinions. Elles sont des personnes complètes, pas des moitiés qui cherchent leur autre moitié. Et cette complétude, cette plénitude, c'est ce qui les rend magnétiques, parce que personne ne veut être le sauveur de quelqu'un. Mais tout le monde veut être choisi par quelqu'un qui n'a pas besoin d'être sauvé. Voilà une vérité que j'ai observée des centaines de fois dans ma pratique clinique. Elles sont des personnes complètes, pas des moitiés qui cherchent leur autre moitié. Et cette complétude, cette plénitude, c'est ce qui les rend magnétiques.
parce que personne ne veut être le sauveur de quelqu'un. Mais tout le monde veut être choisi par quelqu'un qui n'a pas besoin d'être sauvé. Voilà une vérité que j'ai observée des centaines de fois dans ma pratique clinique. Les femmes qui se remettent le plus rapidement d'une séparation, qui retrouvent une vie amoureuse épanouissante, qui inspirent le désir et le respect, ce ne sont pas celles qui font le plus d'efforts pour plaire. Ce sont celles qui font le plus d'efforts pour se retrouver elles-mêmes, pour renouer avec ce qui les rend vivantes, passionnées et entières. Et là, je veux faire une petite parenthèse parce que je pense qu'il est important de nommer quelque chose. Nous vivons dans une société qui a longtemps dit aux femmes que leur valeur était conditionnelle. Conditionnelle à leur jeunesse, à leur beauté, à leur disponibilité pour les autres, à leur capacité à plaire, à séduire, à satisfaire. Et cette injonction culturelle, vous l'avez absorbée depuis l'enfance. Et là, je veux faire une petite parenthèse parce que je pense qu'il est important de nommer quelque chose. Nous vivons dans une société qui a longtemps dit aux femmes que leur valeur était conditionnelle. Conditionnelle à leur jeunesse, à leur beauté, à leur disponibilité pour les autres, à leur capacité à plaire, à séduire, à satisfaire. Et cette injonction culturelle, vous l'avez absorbée depuis l'enfance. Elle est dans les magazines, ce que vous avez lu, dans les films que vous avez regardés, dans les commentaires que vous avez entendus sur votre corps, sur votre âge, sur votre façon d'être. Et elle a créé un vous, souvent sans que vous en ayez conscience. Cette croyance que votre valeur diminue avec le temps, qu'à 45 ans, à 50 ans, vous êtes moins désirable qu'à 25 ans. Je veux vous dire quelque chose avec toute la clarté et la conviction dont je suis capable. C'est un mensonge. C'est un mensonge culturel construit, entretenu par des industries qui ont tout intérêt à vous faire croire que vous avez besoin de leurs produits, de leurs traitements, de leurs solutions pour être désirable. Je veux vous dire quelque chose avec toute la clarté et la conviction dont je suis capable. C'est un mensonge. C'est un mensonge culturel construit, entretenu par des industries qui ont tout intérêt à vous faire croire que vous avez besoin de leurs produits, de leurs traitements, de leurs solutions pour être désirable. La réalité psychologique, la réalité que je vois dans mon cabinet et que la recherche confirme, c'est que le désir profond, le désir durable, le désir qui construit des relations solides et épanouissantes n'a presque rien à voir avec l'âge ou l'apparence physique. Il a tout à voir avec la présence, la personnalité, la confiance, la vitalité intérieure. Et ces qualités, elles ne diminuent pas avec l'âge. Elles peuvent, si vous les cultivez, s'approfondir, s'enrichir, devenir plus puissantes avec les années. Une femme de 50 ans qui a traversé des épreuves et en est sortie plus solide, qui connaît ses désirs et sait les exprimer, qui a une vie intérieure riche et une présence authentique, cette femme est infiniment plus désirable qu'une femme de 25 ans qui cherche encore qui elle est et dont la valeur repose entièrement sur son apparence physique. Je le dis et je le maintiens. Maintenant, parlons de quelque chose de très concret. Parlons de la façon dont les femmes vraiment désirées communiquent. Parce que la communication, c'est l'un des domaines où les différences sont les plus visibles et où les changements peuvent avoir les effets les plus rapides et les plus spectaculaires. La première chose que j'observe chez les femmes qui inspirent le désir et le respect, c'est qu'elles savent dire non. Pas de façon agressive, pas de façon défensive, mais avec une facilité, une naturalité, une absence de culpabilité qui est absolument fascinante. Elles savent dire non parce qu'elles savent ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas. Et elles ne s'excusent pas de le savoir. Combien de fois avez-vous dit oui alors que vous vouliez dire non? Combien de fois avez-vous accepté quelque chose qui ne vous convenait pas parce que vous aviez peur de décevoir, peur de perdre l'approbation, peur d'être perçue comme difficile ou exigeante? Et combien de fois, après avoir dit ce oui qui était un non, avez-vous ressenti ce mélange de ressentiment et de honte, ce sentiment d'avoir trahi quelque chose en vous? Le non est une frontière. Et les frontières, en psychologie, ce n'est pas quelque chose qui repousse les gens. Au contraire, les frontières claires et respectées créent le respect. Elles créent la confiance. Elles créent un espace dans lequel l'autre sait où il est, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et paradoxalement, cet espace est beaucoup plus confortable et attirant que l'espace sans frontières où tout est permis, mais où rien n'a de valeur. Pensez à un jardin sans clôture, sans organisation, où tout pousse n'importe comment. Ce n'est pas un jardin, c'est une friche. Un jardin avec des frontières claires, avec une organisation pensée, avec des espaces définis, c'est un endroit où on a envie de passer du temps. Vos frontières personnelles, c'est pareil. Elles définissent qui vous êtes, elles créent un espace dans lequel les autres peuvent vous rencontrer vraiment et elles vous rendent désirable parce qu'elles vous rendent réelles, définies, présentes. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que j'appelle la posture intérieure. Pas la posture physique, même si elle joue aussi un rôle, mais la posture intérieure, c'est-à-dire la façon dont vous vous positionnez psychologiquement dans vos relations. Et ici, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, peut-être même vous déranger un peu,
mais que je considère comme fondamentale. Les femmes vraiment désirées ne se perçoivent pas comme étant en compétition avec les autres femmes. Elles ne passaient pas leur temps à se comparer, à s'évaluer par rapport aux autres, à se demander si elles sont mieux ou moins bien que telle ou telle. Cette posture de compétition qui est souvent une réponse apprise à une culture qui met les femmes en concurrence les unes avec les autres pour l'attention des hommes, cette posture est épuisante et contre-productive. Elle vous vide de votre énergie, elle crée une anxiété chronique et elle vous empêche d'être vraiment présente et rayonnante. La posture des femmes vraiment désirées, c'est une posture d'abondance. Elles savaient qu'il y a assez d'amour, assez de désir, assez de bonheur pour tout le monde. Elles ne voient pas les autres femmes comme des menaces, mais comme des alliés, des miroirs, des sources d'inspiration. Et cette posture d'abondance, elle libère une énergie considérable qui peut être investie dans ce qui compte vraiment, c'est-à-dire dans leur propre épanouissement, dans leurs relations, dans leur vie. Permettez-moi de vous raconter une autre histoire. J'ai eu en thérapie une femme que j'appellerais Sophie, 58 ans, qui venait de traverser un divorce après 25 ans de mariage. Elle était dévastée, bien sûr, mais ce qui l'a dévastée le plus, c'était l'idée que son ex-mari allait rencontrer quelqu'un de plus jeune, de plus belle, de plus désirable. Elle passait des heures sur les réseaux sociaux à surveiller sa vie, s'est comparée aux femmes qu'il fréquentait, à s'inventer des scénarios catastrophes dans lesquels elle était l'oubliée, la remplacée, la dépassée. Ce comportement, que les psychologues appellent surveillance sociale, est extrêmement commun après une séparation et il est extrêmement toxique. Pas parce qu'il est moralement mauvais, mais parce qu'il maintient votre attention et votre énergie focalisées sur quelque chose que vous ne contrôlez pas, la vie de l'autre, au lieu de les focaliser sur quelque chose que vous contrôlez entièrement, qui est votre propre vie. Ce que nous avons travaillé avec Sophie, c'est précisément ce déplacement de l'attention. Cesser de regarder ce qui se passe dans la vie de son ex-mari et commencer à regarder ce qui se passe dans sa propre vie. Qu'est-ce qu'elle voulait vraiment ? Qu'est-ce qu'elle avait mis de côté pendant ses 25 ans de mariage et qu'elle pouvait maintenant retrouver, développer, célébrer. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au fur et à mesure que Sophie réinvestissait sa propre vie, au fur et à mesure qu'elle retrouvait des passions, des amis, des projets, une présence à elle-même, quelque chose dans son rayonnement a changé. Elle est devenue plus légère, plus présente, plus vivante et les gens autour d'elle, y compris des hommes, ont commencé à le remarquer. Non pas parce qu'elle cherchait à être remarquée, mais précisément parce qu'elle avait cessé de le chercher. Voilà le paradoxe magnifique du désir. Plus vous cherchez à être désiré, moins vous l'êtes. Plus vous vivez votre vie pleinement, authentiquement, passionnément, plus vous devenez désirable. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Et c'est quelque chose que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Mais attendez, parce que nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Il y a quelque chose d'encore plus profond, quelque chose que j'ai mis des années à comprendre dans ma pratique et qui est peut-être le secret le mieux gardé sur ce qui rend une femme vraiment désirable. Et ce secret a à voir avec la vulnérabilité. Je sais ce que vous pensez. La vulnérabilité. Mais Christophe, on vient de passer du temps à parler de solidité intérieure, de frontières, de présence, et maintenant tu me parles de vulnérabilité. Oui, et voici pourquoi. Il y a une confusion très répandue entre la vulnérabilité et la faiblesse. Cette confusion est particulièrement préjudiciable pour les femmes qui, après une blessure, après une déception, après une trahison, ont décidé de ne plus jamais montrer leur vulnérabilité, de ne plus jamais se laisser toucher, vraiment de construire une armure émotionnelle pour se protéger. Je comprends ce réflexe, il est humain, il est logique, il est une réponse intelligente à une douleur réelle. Mais il est aussi sur le long terme une des choses les plus destructrices pour votre capacité à être désiré et aimé. Parce que la vulnérabilité authentique, pas la vulnérabilité qui cherche à manipuler, pas la vulnérabilité excessive qui écrase l'autre, mais la vulnérabilité authentique, celle qui dit « je suis humaine, j'ai des émotions, je ressens des choses et je ne vais pas faire semblant que non ». Cette vulnérabilité est une des choses les plus attirantes et qui existent entre deux êtres humains. Brené Brown, la chercheuse américaine dont les travaux sur la vulnérabilité ont fait le tour du monde, a montré quelque chose de fondamental. La connexion humaine profonde, le type de connexion qui crée des relations durables et épanouissantes, ne peut pas exister sans vulnérabilité. Parce que la connexion nécessite d'être vue vraiment, pas la version édulcorée, filtrée, parfaite de vous-même, mais vous avec vos forces et vos failles, vos certitudes et vos doutes, vos joies et vos peurs. Et les femmes vraiment désirées ont appris à être vulnérables avec discernement. Elles ne déversent pas leur vie émotionnelle sur n'importe qui à n'importe quel moment.
Mais elles savent au bon moment, avec la bonne personne, laisser tomber l'armure et laisser l'autre, les voir vraiment. Cette capacité combinée avec la solidité intérieure dont nous avons parlé crée quelque chose d'absolument magnétique. Parce que vous êtes à la fois forte et douce, solide et touchable, présente et profonde. Et cette combinaison est irrésistible. Voilà, nous sommes maintenant au cœur de ce que je voulais vous transmettre. Et je veux maintenant devenir très très concret. Parce que tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, c'est du contexte, de la compréhension, de la théorie si vous voulez. Mais la théorie sans la pratique, ça ne change rien. Ce qui change les choses, c'est l'action. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement dès aujourd'hui pour commencer à incarner ces qualités que j'ai décrites? La première chose, et c'est peut-être la plus importante, c'est de faire un inventaire honnête de votre vie actuelle, pas de votre vie amoureuse, pas de vos relations, mais de votre vie à vous. Qu'est-ce qui vous rend vivante? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous vide? Qu'est-ce qui vous pèse? Qu'est-ce que vous faites par obligation, par habitude, par peur de décevoir, mais qui ne vous nourrit pas? Cet inventaire, je vous invite à le faire par écrit. Prenez 5 carnets, un cahier, n'importe quoi, et passez 1 heure à écrire, sans censure, sans jugement. Juste ce qui vient, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ce dont vous avez envie et que vous n'avez jamais osé vous permettre. Cet exercice, aussi simple qu'il paraisse, est un acte de clarté sur vous-même. Et la clarté sur soi-même, c'est le fondement de tout le reste. Parce que voici ce qui se passe, et quand vous n'avez pas cette clarté, vous vous définissez par rapport aux autres, vous vous définissez par rapport à lui, à ses besoins, à ses désirs, à ses attentes. Vous vous définissez par rapport à vos enfants, à votre travail, à vos obligations. Et progressivement, vous perdez le fil de qui vous êtes vraiment, de ce que vous voulez vraiment, de ce qui vous rend vraiment vivante. Et quand vous perdez ce fil, vous devenez quelqu'un de prévisible, de transparent, de sans surprise. Et rien n'est moins désirable que quelqu'un qu'on croit avoir entièrement compris. Les femmes vraiment désirées sont des femmes qui ont encore des profondeurs à explorer. Des femmes dont on ne fait pas le tour facilement, des femmes qui continuent à se découvrir elles-mêmes, à se surprendre, à évoluer. Et cette richesse intérieure, cette complexité, cette profondeur, elles se cultivent, elles ne tombent pas du ciel. Elles se construisent à travers les lectures, les expériences, les rencontres, les voyages, les pratiques artistiques, la méditation, la thérapie, toutes les façons que vous avez de vous nourrir, de vous enrichir, de vous approfondir. Permettez-moi de vous parler maintenant d'un aspect que l'on néglige souvent et qui est pourtant crucial, le rapport au corps. Non pas dans le sens des régimes et des soins de beauté, mais dans le sens de l'habitation du corps. Les femmes vraiment désirées habitent leur corps et elles y sont chez elles. Elles ne le vivent pas comme un objet à exhiber ou à cacher, à améliorer ou à excuser. Elles le vivent comme leur maison, leur véhicule, leur instrument. Et ça se travaille. Ça se travaille à travers le mouvement, à travers la danse, à travers le yoga, à travers la marche, à travers n'importe quelle pratique physique qui vous reconnecte à votre corps, non pas pour le transformer, mais pour l'habiter. Ça se travaille à travers le plaisir sensoriel, le plaisir de bien manger, de sentir une belle odeur, de toucher une texture agréable, d'entendre de la belle musique. Ça se travaille à travers le soin que vous prenez de vous, non pas pour les autres, mais pour vous, parce que vous méritez d'être soigné, choyé, respecté, à commencer par vous-même. Il y a une pratique très simple que je donne souvent à mes patients et qui peut sembler anodine mais qui a des effets profonds. Chaque matin, avant de regarder votre téléphone, avant de vérifier vos messages, avant de commencer à gérer les demandes des autres, prenez 5 minutes pour vous, juste 5 minutes. Asseyez-vous, respirez et posez-vous une question simple. Comment est-ce que je me sens là maintenant dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête? Pas comment je devrais me sentir, pas comment je veux me sentir. Comment je me sens vraiment? Cette pratique, aussi simple qu'elle soit, crée une habitude d'écoute de soi qui est fondamentale pour tout le reste. Parce que si vous ne savez pas comment vous vous sentez, si vous n'êtes pas à l'écoute de vos propres états intérieurs, vous ne pouvez pas communiquer authentiquement, vous ne pouvez pas poser des frontières claires. Vous ne pouvez pas faire des choix alignés avec ce que vous êtes vraiment. Et sans tout ça, il est très difficile d'être vraiment présente, vraiment désirable, vraiment vous-même. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui est très spécifique à la situation que beaucoup d'entre vous traversent ou ont traversé, qui est la séparation ou le divorce. Et je veux vous parler de quelque chose qui s'appelle la résilience post-traumatique. Parce que oui, une séparation après de longues années de vie commune, c'est un traumatisme, ce n'est pas un mot trop fort. C'est une blessure réelle, une perte réelle, un deuil réel. Et comme tout traumatisme, il peut vous détruire ou vous transformer. Et ce qui détermine lequel des deux se produit, c'est en grande partie la façon dont vous le traversez.
Les femmes qui traversent une séparation et qui en ressortent plus fortes, plus rayonnantes, plus désirables qu'avant, ces femmes ne sont pas des surhommes. Elles n'ont pas une capacité particulière à ne pas souffrir. Elles souffrent autant que les autres, parfois plus, mais elles font quelque chose de différent avec leur douleur. Elles ne la fuient pas. Elles ne l'anesthésiennent pas avec le travail excessif, la nourriture, l'alcool, les réseaux sociaux, les nouvelles relations précipitées. Elles la traversent, elles l'accueillent, elles l'accueillent, elles lui donnent de l'espace. Et en la traversant, en lui donnant de l'espace, elles découvrent quelque chose. Elles découvrent que la douleur, aussi intense qu'elle soit, ne les détruit pas, qu'elles sont plus solides qu'elles ne le croyaient. Que quelque chose en elles survit, résiste, persiste. Et cette découverte, cette expérience viscérale de leur propre résilience, elle les transforme. Elle leur donne une confiance, une solidité, une profondeur qu'elles n'avaient pas avant. Et cette transformation, elle se voit, elle se ressent, elle est désirable. Je veux vous parler maintenant de quelque chose que j'appelle l'énergie relationnelle. Parce que la façon dont vous entrez en relation avec les autres, la façon dont vous interagissez, dont vous écoutez, dont vous répondez, c'est quelque chose que les autres ressentent immédiatement et qui détermine en grande partie comment ils vous perçoivent. Les femmes vraiment désirées ont une qualité d'écoute particulière. Quand elles parlent avec quelqu'un, cette personne a l'impression d'être vraiment entendue, vraiment vue, vraiment présente pour elle. Ce n'est pas une technique de manipulation, c'est une qualité authentique qui vient du fait qu'elles sont elles-mêmes vraiment présentes, vraiment intéressées, vraiment curieuses de l'autre. Et cette qualité d'écoute crée quelque chose d'irrésistible parce que l'un des besoins les plus fondamentaux des êtres humains, c'est d'être entendu et compris. Et quand quelqu'un nous donne ça, on est attiré vers cette personne comme des planètes vers un soleil. Mais il y a un équilibre délicat ici. Parce que l'écoute excessive, l'écoute qui efface l'écouteuse, l'écoute qui transforme une femme en simple réceptacle des besoins et des histoires des autres, ce n'est pas ce dont je parle. Les femmes vraiment désirées savent écouter, mais elles savent aussi parler. Elles ont des opinions, des perspectives, des histoires à raconter. Elles ne disparaissent pas dans l'écoute, elles s'y investissent tout en restant présentes à elles-mêmes. Et ça m'amène à quelque chose d'essentiel que je veux vous dire sur la conversation, sur la façon de parler, sur ce que j'appelle la présence verbale. Les femmes vraiment désirées ont une façon de parler qui est directe, claire, sans détour excessif. Elles disent ce qu'elles pensent avec tact et bienveillance, mais sans ces circonvolutions infinies, ces précautions excessives, ces excuses permanentes pour le fait d'avoir une opinion. Elles ne commencent pas chaque phrase par « je ne sais pas si j'ai raison, mais… » ou « peut-être que je me trompe, mais… » Elles disent ce qu'elles pensent et elles assument. Cette directivité, cette clarté, cette assurance dans l'expression, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça ne vient pas naturellement pour beaucoup de femmes qui ont été élevées dans une culture qui leur a dit que leur rôle était de s'adapter, de plaire, de ne pas prendre trop de place. Mais ça s'apprend. Et quand on l'apprend, l'effet sur la façon dont les autres vous perçoivent est spectaculaire. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui peut être le souchet le plus sensible de tous ceux que nous allons aborder aujourd'hui. Je veux vous parler de la sexualité. Pas dans le sens vulgaire ou réducteur, mais dans le sens profond psychologique de votre rapport à votre propre désir, à votre propre sensualité, à votre propre plaisir. Parce que c'est quelque chose que beaucoup de femmes, surtout après une longue relation, après un mariage, après des années où la sexualité a peut-être été routinière ou absente ou compliquée, beaucoup de femmes ont mis de côté. Elles ont déconnecté de leur propre désir, de leur propre sensualité, comme si cette partie d'elles-mêmes n'avait de sens que dans le cadre d'une relation avec un homme, et c'est une erreur fondamentale. Votre sensualité, votre désir, votre rapport au plaisir, ce sont des aspects de vous-même qui existent indépendamment de toute relation. Ce sont des parties de votre vie intérieure qui méritent d'être explorées, cultivées, célébrées pour elles-mêmes, pas seulement comme des outils de séduction ou de connexion avec un partenaire. Les femmes vraiment désirées ont une relation vivante avec leur propre sensualité. Elles savent ce qui leur plaît, elles savent comment leur corps aime être touché, stimulé, nourri. Elles ont une conscience de leur propre désir qui est indépendante du regard ou de la présence d'un homme. Et cette conscience, cette relation vivante avec leur propre sensualité, elle rayonne. Elle crée quelque chose dans leur façon d'être, dans leur façon de bouger, de parler, de sourire, qui est profondément attirant. Je ne vous dis pas de faire quoi que ce soit de particulier. Je vous dis simplement de ne pas ignorer cette partie de vous-même, de ne pas la mettre en veille en attendant que quelqu'un vienne la réveiller. Elle est là, en vous, elle n'attend que votre permission pour s'exprimer.
Et maintenant, permettez-moi de vous parler de quelque chose qui est directement lié à tout ça et qui est la question de l'attractivité dans la seconde moitié de la vie. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont cette question, même si elle ne l'exprime pas toujours clairement. Est-ce que je suis encore désirable à mon âge ? Est-ce que quelqu'un peut encore me vouloir vraiment, me désirer vraiment, m'aimer vraiment, maintenant que j'ai 50 ans, 55 ans, 60 ans? Et je veux vous répondre avec quelque chose qui vient non pas de ma compassion, mais de la recherche. Des études ont montré de façon répétée et cohérente que les hommes matures, les hommes qui ont eux-mêmes traversé des expériences de vie, qui ont une certaine maturité émotionnelle, ces hommes sont attirés par femmes qui ont de la profondeur, de la présence, de la confiance. Pas par des femmes qui cherchent à paraître plus jeunes qu'elles ne le sont, pas par des femmes qui s'excusent de leur âge, pas par des femmes qui essaient de compenser ce qu'elles croient être leurs défauts, mais par des femmes qui sont pleinement elles-mêmes, qui assument leur histoire, qui portent leur âge avec grâce et fierté. Et là, je vais vous dire quelque chose avec un petit sourire, parce que c'est vrai et c'est légèrement ironique. Les hommes qui ne sont attirés que par la jeunesse, par l'apparence physique conventionnelle, par la superficialité, ces hommes ne sont généralement pas des partenaires avec lesquels vous voudriez se construire quelque chose de profond et de durable de toute façon. Donc en quelque sorte, votre âge et votre maturité font un excellent travail de filtrage. Ils éliminent naturellement les hommes qui ne seraient pas capables de vous voir vraiment et ils attirent ceux qui le peuvent. Voilà une façon de voir les choses qui, je l'espère, vous donne une perspective un peu différente sur ce que vous considériez peut-être comme un handicap. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose d'extrêmement pratique et concret qui a des effets immédiats et mesurables sur la façon dont vous vous sentez et dont les autres vous perçoivent. Je veux vous parler de la posture physique et de la respiration. Je sais, ça peut sembler trivial comparé à tout ce que nous avons dit jusqu'ici, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi ce n'est pas trivial du tout. Notre corps et notre esprit sont en communication constante, bidirectionnelle. Ça, c'est établi scientifiquement. Ce que vous pensez et ressentez se reflète dans votre corps, dans votre posture, dans votre façon de respirer. Mais l'inverse est aussi vrai. Ce que vous faites avec votre corps influence directement ce que vous pensez et ressentez. C'est ce qu'on appelle l'incarnation, l'embodiment en anglais, et c'est l'un des domaines les plus fascinants de la psychologie contemporaine. Des recherches ont montré notamment les travaux d'Amy Cuddy à Harvard, que simplement changer votre posture pendant quelques minutes peut avoir des effets mesurables sur vos niveaux d'hormones, sur votre niveau de confiance, sur la façon dont vous vous percevez et dont vous êtes perçu. Une posture ouverte droite, ancrée, qui prend de l'espace sans agressivité, crée des effets hormonaux et psychologiques réels. Elle augmente la testostérone, qui est l'hormone de la confiance et de l'assertivité, et diminue le cortisol, qui est l'hormone du stress. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous prenez l'habitude de vous tenir droite, de respirer profondément, de prendre l'espace qui vous revient, non pas de façon agressive ou démonstrative, mais de façon naturelle et assurée, vous allez vous sentir différente. Et vous allez être perçu différemment, immédiatement, sans aucun autre changement. Essayez ça maintenant si vous êtes assise en regardant cette vidéo. Redressez-vous, posez vos pieds à plat sur le sol. Ouvrez légèrement les épaules, respirez profondément, lentement, et remarquez ce qui se passe dans votre corps, dans votre état intérieur. Il se passe quelque chose, n'est-ce pas ? C'est quelque chose, c'est ce dont je parle quand je parle de présence incarnée. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui est peut-être le plus grand obstacle à tout ce que nous avons discuté jusqu'ici. Je veux vous parler de la voix critique intérieure. Cette voix que vous connaissez bien, cette voix qui commente, qui juge, qui compare, qui dit « tu n'es pas assez bien, tu n'es plus jeune, tu as trop de ceci ou pas assez de cela, qui es-tu pour penser que tu mérites d'être désiré et aimé ?» C'est une réalité psychologique universelle. Elle est le produit de notre histoire, de notre éducation, des messages que nous avons reçus, des blessures que nous avons accumulées. Et elle peut être, si on la laisse dominer, absolument paralysante. Les femmes vraiment désirées ne sont pas des femmes qui n'ont pas cette voix, elles sont des femmes qui ont appris à ne pas lui obéir automatiquement, qui ont appris à l'entendre, à la reconnaître, à lui dire merci pour l'information et à choisir de ne pas la laisser diriger leur comportement. Ce n'est pas un processus facile. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui se travaille et qui, quand on y arrive, libère une énergie et une liberté qui sont absolument transformatrices. La pratique que je recommande pour travailler avec cette voix critique, c'est une pratique de pleine conscience, de mindfulness, mais dans un sens très concret et très laïque. Pas de méditation mystique,
pas d'ésotérisme, juste une pratique d'observation de ses propres pensées. L'idée est simple. Quand la voix critique se manifeste, au lieu de vous identifier à elle, au lieu de croire que ce qu'elle dit est la vérité absolue, vous l'observez, vous la regardez passer comme on regarde passer un nuage dans le ciel. Vous remarquez, tiens, voilà encore cette pensée qui dit que je ne suis pas assez bien, c'est intéressant, et puis vous revenez à ce que vous faisiez. Cette pratique d'observation crée une distance entre vous et vos pensées automatiques qui est absolument précieuse. Elle vous permet de ne pas être dominé par elles, de ne pas les croire aveuglément, de ne pas les laisser dicter à votre comportement et progressivement, avec la pratique, la voix critique perd de son pouvoir. Elle ne disparaît pas, mais elle devient moins envahissante, moins convaincante, moins paralysante. Et là, permettez-moi de vous poser une question qui va peut-être vous faire réfléchir. Est-ce que vous parleriez à votre meilleur ami de la façon dont vous vous parlez à vous-même? Est-ce que vous lui diriez les choses que votre voix critique vous dit? Bien sûr que non. Vous seriez horrifié à l'idée de lui dire « tu n'es plus assez jeune, tu n'es plus désirable, tu as raté ta vie, il ne reviendra jamais », vous ne lui diriez jamais ça. Alors pourquoi vous le dites-vous à vous-même? Traitez-vous avec la même bienveillance, la même tendresse, la même gentillesse que vous offrez à ceux que vous aimez. C'est ce qu'on appelle l'autocompassion et c'est l'une des pratiques les plus puissantes que je connaisse pour transformer la relation à soi-même et par extension la relation aux autres. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui va peut-être vous surprendre dans ce contexte, mais qui est absolument fondamental pour être vraiment désirable. Je veux vous parler de l'humour. Pas l'humour forcé, pas l'humour qui cherche à plaire, mais l'humour authentique, la capacité de rire de la vie, de rire de soi-même, de voir le côté absurde et léger des situations difficiles. Les femmes vraiment désirées ont généralement une belle relation à l'humour. Elles savent rire, elles savent faire rire, elles ne se prennent pas trop au sérieux. Elles ont cette légèreté qui permet de traverser les moments difficiles sans s'y noyer et d'apprécier les moments joyeux pleinement. L'humour, en psychologie, est considéré comme l'un des mécanismes des défenses les plus évolués, les plus sains. C'est une façon de prendre de la distance par rapport à la réalité sans la nier, de la transformer sans la fuir. Et cette capacité, quand elle est authentique, est absolument magnétique. Parce que personne ne veut passer sa vie avec quelqu'un qui est toujours sérieux, toujours lourd, toujours dans le drame. Tout le monde veut quelqu'un avec qui on peut aussi rire, s'amuser, prendre la vie avec une certaine légèreté. Et là, petite parenthèse humoristique, parce que je ne peux pas parler d'humour sans en faire un peu. On dit souvent que les hommes cherchent des femmes plus jeunes parce qu'ils veulent quelqu'un de moins compliqué. Et moi, je dis non. Ils cherchent des femmes plus jeunes parce qu'ils n'ont pas encore eu la chance de rencontrer une femme de 50 ans qui sait exactement ce qu'elle veut et qui n'a plus de temps à perdre avec les non-essentiels. Parce que ça, mes amis, c'est une femme que n'importe quel homme intelligent voudrait garder. Revenons maintenant à quelque chose de très concret. Je veux vous parler de la gestion des émotions dans les interactions avec les hommes parce que c'est un domaine où beaucoup de femmes sabotent inconsciemment leurs relations et leur attractivité. Il y a une erreur très commune que j'observe et qui consiste à confondre l'authenticité émotionnelle avec l'expression non filtrée de toutes les émotions en temps réel. L'authenticité émotionnelle, c'est être en contact avec ses émotions, les reconnaître, les accepter. Et ça ne veut pas dire les déverser sur l'autre dès qu'elles se présentent, surtout dans les premières phases d'une relation ou d'une reconnexion. Les femmes vraiment désirées ont une intelligence émotionnelle élevée. Elles ressentent profondément, mais elles ont appris à choisir quand, comment et avec qui partager leurs émotions. Elles ne répriment pas leurs émotions, ce qui serait toxique et contre-productif. Mais elles les gèrent avec sagesse. Elles savent qu'une émotion intense, exprimée au mauvais moment ou de la mauvaise façon, peut créer de la distance là où elles cherchent de la proximité. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en colère, si vous vous sentez blessé, si vous avez peur, vous prenez le temps de comprendre cette émotion avant de la communiquer. Vous vous posez la question, qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Est-ce que c'est vraiment lié à la situation présente ou est-ce que ça réactive quelque chose de plus ancien? Et ensuite, quand vous communiquez depuis un endroit de clarté et de calme, pas depuis l'intensité brute de l'émotion. Ça ne veut pas dire être froide ou distante. Ça veut dire être responsable de votre vie émotionnelle et cette responsabilité est une forme de maturité qui est profondément attirante. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose qui est très spécifique à la situation de la reconquête que beaucoup d'entre vous envisagent peut-être ou qui est simplement la situation de rencontrer quelqu'un. De nouveau après une longue relation.
Parce que l'une des choses les plus difficiles dans cette situation, c'est de ne pas reproduire les mêmes schémas, de ne pas tomber dans les mêmes pièges, de ne pas répéter les mêmes erreurs. Et la façon la plus sûre de ne pas répéter les mêmes erreurs, c'est de comprendre pourquoi vous les avez faites. Pas pour vous culpabiliser, pas pour vous punir, mais pour comprendre. Pour voir clairement quels étaient vos besoins non satisfaits, quelles étaient vos peurs, quels étaient vos schémas automatiques, et pour faire différemment, consciemment, délibérément. La thérapie est l'outil le plus efficace pour ce travail, je ne vais pas vous le cacher, c'est mon métier et je le crois sincèrement. Mais si la thérapie n'est pas accessible pour vous en ce moment, il y a d'autres façons de faire ce travail. Les livres de psychologie, les journaux intimes, les groupes de soutien, les conversations profondes avec des amis de confiance. L'essentiel, c'est de ne pas fuir la connaissance de soi, de ne pas éviter les questions difficiles, de ne pas se contenter dès la surface, parce que voici ce qui se passe si vous ne faites pas ce travail. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau et au début tout est beau, tout est excitant, tout est plein de promesses, et puis progressivement les vieux schémas reviennent, la peur de l'abandon qui vous rend trop disponible. Le besoin de validation qui vous rend dépendante, la difficulté à exprimer vos besoins qui crée des frustrations accumulées. Et vous vous retrouvez quelques mois ou quelques années plus tard dans la même situation qu'avant, avec la même douleur et la même question, pourquoi ça recommence toujours pareil? La réponse à cette question, c'est que les schémas ne changent pas d'eux-mêmes. Ils changent quand on les voit clairement, quand on les comprend et quand on décide consciemment et délibérément de faire autrement. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est peut-être le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et qui est directement lié à votre désirabilité. Je veux vous parler de la joie. Pas le bonheur permanent, pas l'optimisme forcé, pas la positivité toxique qui nie la réalité, mais la joie authentique, la capacité à ressentir du plaisir, de l'enthousiasme, de la légèreté dans les petites choses de la vie quotidienne. La joie est contagieuse. C'est l'une des choses les plus attirantes qui existent. Quand vous êtes avec quelqu'un qui ressent de la joie, qui l'exprime, qui la partage, vous voulez être près de cette personne. Vous voulez que cette joie déteigne sur vous. Et les femmes qui ont cette capacité à la joie, qui cultivent leur capacité à s'émerveiller, à s'enthousiasmer, à apprécier ce qui est beau et bon dans leur vie, ces femmes sont magnétiques. Et la bonne nouvelle, c'est que la joie se cultive. Ce n'est pas quelque chose que vous avez ou que vous n'avez pas. C'est quelque chose qui se développe à travers l'attention, à travers la pratique, à travers des choix délibérés. La pratique de la gratitude, par exemple, qui consiste simplement à noter chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante, a été montrée par des dizaines d'études comme ayant des effets mesurables sur les bien-être subjectifs, sur la satisfaction dans les relations, sur la santé physique et mentale. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la neurologie. Quand vous orientez régulièrement votre attention vers ce qui est bon, vers ce qui est beau, vers ce qui vous nourrit, vous entraînez littéralement votre cerveau à percevoir plus facilement ces aspects de la réalité. Vous créez de nouveaux circuits neuronaux, de nouvelles habitudes de perception, et progressivement, votre expérience de la vie change. Pas parce que la vie a changé, mais parce que vous la percevez différemment. Maintenant, je veux aborder quelque chose d'important sur la question de la reconquête d'un ex-partenaire, parce que je sais que c'est une question qui est dans l'esprit de beaucoup d'entre vous. Et je veux être honnête avec vous, parce que c'est le seul type de conversation que je sois capable d'avoir. La reconquête d'un ex-partenaire est possible. Mais elle n'est possible que si elle repose sur quelque chose de réel, de profond, de transformateur. Pas sur des stratégies de manipulation, pas sur des jeux de séduction calculés, pas sur des tentatives de le rendre jaloux ou de lui montrer que vous avez changé superficiellement. Ces stratégies peuvent fonctionner à court terme, mais elles ne créent pas ce dont vous avez besoin, qui est une relation authentique, solide, épanouissante. La seule reconquête qui vaille vraiment quelque chose, c'est la reconquête de vous-même. Et si cette reconquête de vous-même attire à nouveau votre ex-partenaire, tant mieux. Et si elle vous attire et quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui vous voit vraiment et qui vous désire vraiment, c'est tout aussi magnifique. Parce que ce que vous cherchez, au fond, ce n'est pas spécifiquement lui. C'est une connexion profonde, authentique, épanouissante, et cette connexion, elle commence toujours par vous. Mais voilà ce que je sais avec certitude. Si vous ne faites pas ce travail, si vous n'investissez pas dans votre propre transformation, si vous continuez à attendre que quelque chose change de l'extérieur, que lui revienne, que quelqu'un de nouveau apparaisse, que les circonstances s'améliorent, rien ne changera. Parce que la vie ne change pas d'elle-même, elle change quand vous changez. Et le changement commence maintenant, pas demain, pas quand vous vous sentirez prête, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant.
Permettez-moi de vous parler maintenant d'un aspect que j'ai gardé pour ce moment parce qu'il nécessite que vous soyez bien installé dans la conversation, bien présente, bien prête à entendre quelque chose qui peut être difficile mais qui est libérateur. Je veux vous parler de la responsabilité, pas la culpabilité. La responsabilité, ce sont deux choses très différentes. La culpabilité dit « c'est ma faute, je suis mauvaise, je mérite ce qui m'arrive ». La responsabilité dit « j'ai contribué à cette situation, je ne suis pas une victime passive de ce qui m'arrive et donc j'ai le pouvoir de changer les choses ». La responsabilité est libératrice parce qu'elle vous donne du pouvoir. Si c'est uniquement la faute des autres, si c'est uniquement lui qui était mauvais, si c'est uniquement les circonstances qui étaient défavorables, alors vous n'avez aucun pouvoir. Vous êtes à la merci de ce qui se passe autour de vous. Mais si vous reconnaissez votre part de responsabilité, si vous voyez clairement comment vous avez contribué à la dynamique de la relation, à ses difficultés, à son échec, alors vous avez quelque chose de précieux. Vous avez la connaissance de ce que vous pouvez faire différemment et cette connaissance est le fondement de tout changement réel. Je ne dis pas que vous avez tout fait de travers. Je ne dis pas que vous portez toute la responsabilité de ce qui s'est passé. Je dis simplement que dans toute relation, il y a deux personnes et que chacune a sa part. Et regardez honnêtement votre part sans vous flageller, mais avec clarté et bienveillance. C'est l'un des actes les plus courageux et les plus transformateurs que vous puissiez accomplir. Et maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose qui va tout relier, quelque chose qui est à la fois un principe et une pratique et qui est, à mon avis, la clé de tout ce que nous avons discuté aujourd'hui. Je veux vous parler de l'authenticité radicale. L'authenticité radicale, c'est le courage d'être vraiment vous-même, pas la version que vous pensez ce que les autres veulent voir. Pas la version que vous croyez être acceptable ou désirable. Vous, avec votre histoire, vos contradictions, vos forces, vos failles, vos désirs, vos peurs, vos rires, vos larmes, vos opinions, vos doutes. Vous, entière, complète, réelle, cette authenticité radicale est la chose la plus désirable qui existe, parce qu'elle est rare. Parce que la plupart des gens passent leur vie à jouer des rôles, à porter des masques, à se présenter sous leur meilleur jour tout en cachant le reste. Et quand vous rencontrez quelqu'un qui est vraiment là, vraiment réel, vraiment lui-même ou elle-même, c'est une expérience bouleversante. C'est quelque chose que vous voulez toucher, que vous voulez garder près de vous. L'authenticité radicale ne veut pas dire à tout le monde tout le temps. Ça, c'est de l'impudeur, pas de l'authenticité. L'authenticité radicale, c'est ne jamais prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est ne jamais trahir ce que vous pensez, c'est ressentir vraiment pour obtenir l'approbation des autres. C'est avoir le courage de votre propre réalité, même quand cette réalité est imparfaite, même quand elle n'est pas ce que les autres voudraient qu'elle soit. Et voici quelque chose que j'ai observé dans ma pratique, quelque chose que je trouve profondément beau et émouvant. Les femmes qui arrivent à cette authenticité radicale, qui arrivent à être vraiment elles-mêmes, sans excuses et sans performance, ces femmes attirent des relations d'une qualité que celles qui jouent un rôle n'attireront jamais. Parce qu'elles attirent des personnes qui les voient vraiment, qui les choisissent vraiment, qui les désirent vraiment pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'elles prétendent être. Et ça, c'est la différence entre être désiré et être vraiment désiré. Être désiré, n'importe qui peut y arriver avec les bons artifices, les bonnes stratégies, les bons jeux. Mais être vraiment désiré pour ce qu'on est profondément, être choisi et aimé pour sa réalité, son authenticité, sa singularité, c'est quelque chose d'infiniment plus précieux. Et c'est quelque chose qui ne peut exister que si vous avez le courage d'être vraiment vous-même. Maintenant, je veux vous donner quelques outils très concrets que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement. Des pratiques simples, directes et ancrées dans la psychologie et dans l'expérience clinique qui vont vous aider à incarner tout ce dont nous avons parlé. La première pratique, je vous en ai déjà parlé, c'est l'inventaire de votre vie. Prenez le temps cette semaine de faire cet inventaire honnête. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous vide? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Écrivez-le, lisez ce que vous avez écrit et commencez à faire un choix, un seul, qui va dans le sens de ce qui vous nourrit. La deuxième pratique, c'est ce que j'appelle le rituel du matin, 5 minutes avant de commencer votre journée pour vous. Asseyez-vous, respirez et posez-vous la question « Comment est-ce que je me sens ?» Pas comment je devrais me sentir, comment je me sens vraiment. Et si vous vous sentez mal, c'est correct. Accueillez ça, ne le fuyez pas. Juste le reconnaître, c'est déjà quelque chose. La troisième pratique, c'est ce que j'appelle l'exercice du non. Chaque semaine, choisissez une situation dans laquelle vous auriez normalement dit oui par réflexe, par peur de décevoir, par habitude, et dites non. Un non clair, bienveillant, sans excuses excessives, juste non, ça ne me convient pas. Et observez ce qui se passe, observez comment vous vous sentez après, observez comment les autres réagissent.
Vous serez peut-être surprise. La quatrième pratique, c'est la pratique de la gratitude dont je vous ai parlé. Chaque soir, avant de vous endormir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Des choses concrètes, spécifiques de votre journée, pas des généralités, des choses réelles. Le café de ce matin, la conversation avec votre ami, le rayon de soleil sur votre visage, les petites choses. Parce que les petites choses, quand on apprend à les voir, transforment l'expérience de la vie. La 5e pratique, c'est ce que j'appelle le mouvement délibéré. Chaque jour, bougez votre corps d'une façon qui vous fait plaisir. Pas pour perdre du poids, pas pour vous conformer à un idéal de beauté. Pour vous sentir vivante, présente, incarnée. Dansez dans votre cuisine. Marchez dans un parc, faites du yoga. Nageuse, peu importe ce que c'est, l'important c'est que vous le fassiez pour vous, avec plaisir, avec intention. Et la 6e pratique, peut-être la plus importante de toutes, c'est ce que j'appelle la pratique de la présence. Chaque jour, choisissez un moment pour être entièrement présente à ce que vous faites. Un repas, une conversation, une promenade, sans téléphone, sans penser sur hier ou demain, juste là, dans ce moment, avec tous vos sens. Cette pratique au fil du temps transforme votre façon d'être au monde. Elle vous rend plus présente, plus vivante, plus réelle, et cette présence, comme nous en avons parlé, est la chose la plus désirable qui soit. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est peut-être le souché le plus délicat que nous allons aborder et qui est la question de la solitude. Parce que beaucoup d'entre vous traversent une période de solitude et cette solitude peut être très douloureuse, très lourde, très difficile à porter. Et je veux vous dire quelque chose sur la solitude qui va peut-être changer votre façon de la vivre. La solitude, telle que nous la vivons généralement, est une expérience d'absence. L'absence de l'autre, l'absence de la relation, l'absence de ce qui nous manque. Et dans cet état d'absence, on attend. On attend que quelqu'un vienne remplir ce vide. Et cette attente est douloureuse et elle vous met dans une position passive, dépendante, vulnérable dans le mauvais sens du terme. Mais il y a une autre façon de vivre la solitude, une façon qui transforme l'absence en présence, la dépendance en liberté, la douleur en ressource. Cette façon, c'est d'apprendre à être seul avec soi-même. Pas à endurer la solitude, mais à l'habiter. À découvrir que vous êtes une compagnie intéressante pour vous-même, que vous pouvez vous amuser seul, vous nourrir seul, vous émouvoir seul, vous surprendre seul. Cette capacité à être seul avec soi-même, à ne pas fuir sa propre présence, est une des marques les plus sûres de la maturité psychologique. Et c'est aussi paradoxalement quelque chose qui rend les gens moins seuls. Parce que quand vous n'avez plus besoin de l'autre pour fuir vous-même, quand vous pouvez être seul sans anxiété, vous entrez en relation d'une façon complètement différente. Vous n'êtes plus là pour fuir votre solitude, vous êtes là pour partager votre plénitude. Et ça, c'est une différence fondamentale dans la qualité de la connexion que vous créez. Et là, je veux vous raconter quelque chose de personnel, parce que je vous ai parlé de mes patients, je vous ai parlé de théorie et de recherche, mais je veux aussi vous parler de ce que j'ai appris dans ma propre vie. J'ai traversé, comme tout le monde, des périodes de doute, des moments où la confiance en soi était fragile, des moments où je me demandais si j'étais à la hauteur, si j'avais suffisamment à offrir. Et ce que j'ai appris, c'est que ces moments de doute, ces moments de vulnérabilité ne sont pas des signes de faiblesse, ils sont des signes d'humanité. Et l'humanité authentique, reconnue et acceptée, c'est ce qui crée la connexion la plus profonde. Je dis ça parce que je veux que vous sachiez que le chemin dont je vous parle, le chemin vers la présence, l'authenticité, la confiance, ce n'est pas un chemin linéaire, ce n'est pas un chemin sans doute ni sans recul. C'est un chemin en spirale avec des avancées et des retours en arrière, des jours de clarté et des jours de brouillard. Et c'est correct, c'est humain. Et chaque fois que vous revenez à vous-même après un recul, vous êtes un peu plus solide qu'avant. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui est extrêmement important et qui est souvent négligé dans les conversations sur l'attractivité et le désir. Je veux vous parler de l'intelligence sociale, de la façon dont vous lisez les situations, dont vous comprenez les dynamiques relationnelles, dont vous naviguez dans les interactions sociales. Les femmes vraiment désirées ont généralement une intelligence sociale élevée. Elles savent lire les situations. Elles savent quand s'avancer et quand se retirer. Elles savent quand parler et quand se taire. Elles savent quand donner et quand recevoir. Et cette intelligence sociale combinée avec l'authenticité dont nous avons parlé crée quelque chose d'absolument remarquable dans leurs interactions avec les autres. Cette intelligence sociale, ça se développe à travers l'observation, à travers la réflexion sur ses propres expériences, à travers la curiosité pour la psychologie humaine. Chaque interaction est une opportunité d'apprendre, de comprendre, de s'affiner. Et les femmes qui traitent leur interaction sociale comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des épreuves à passer ou des performances à réussir, ces femmes développent une aisance sociale qui est
profondément attirante. Et je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est directement lié à la question qui nous occupe et qui est la façon dont vous gérez le temps et l'attention dans vos relations. Parce que c'est un domaine où beaucoup de femmes font des erreurs qui ont des conséquences directes sur leur attractivité. L'une des erreurs les plus communes, et je l'ai observé des centaines de fois, c'est ce que j'appelle la disponibilité totale. Être toujours disponible, toujours là, toujours répondre immédiatement, toujours s'adapter à l'agenda de l'autre, toujours annuler ses propres plans pour être là quand il appelle. Cette disponibilité totale qui vient d'un désir sincère de montrer à l'autre qu'il compte produit exactement l'effet inverse de celui qu'on recherche. En psychologie, il y a un principe qui s'appelle la rareté. Les choses rares sont plus précieuses que les choses abondantes. Ce n'est pas une manipulation, c'est une réalité psychologique. Quand vous êtes toujours disponible et quand il n'y a jamais d'incertitude sur votre présence, quand vous ne manquez jamais, vous devenez prévisible. Et le prévisible, en termes de désir, est l'ennemi. Cela ne veut pas dire jouer à des jeux, faire semblant d'être occupé quand vous ne l'êtes pas ou être délibérément inaccessible. Ça veut dire avoir vraiment une vie, avoir vraiment des priorités. Avoir vraiment des moments pour vous, des engagements envers vous-même et envers les autres qui ne peuvent pas être annulés pour plaire à quelqu'un. Et quand vous avez vraiment cette vie, cette vraie disponibilité limitée, elle crée naturellement cette rareté qui est attirante. Voilà pourquoi les femmes vraiment désirées ne sont pas celles qui passent leur temps à attendre. Elles sont celles qui vivent et qui, dans leur vie pleine et riche, font de la place pour les bonnes personnes au bon moment de la bonne façon. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose qui est peut-être le plus grand défi que vous ayez à relever et qui est la question de la confiance. Pas la confiance en soi au sens général, nous en avons déjà parlé, mais la confiance dans le processus. La confiance que les choses vont se passer comme elles doivent se passer, que vous allez trouver ce que vous cherchez, que vous méritez, ce que vous désirez. Cette confiance dans le processus est quelque chose que beaucoup de femmes ont du mal à avoir, surtout après une blessure, après une déception, après une période difficile, parce que la blessure crée une méfiance. Elle dit, si tu fais confiance, tu seras blessé à nouveau. Si tu t'ouvres, tu seras vulnérable. Si tu crois que ça peut être beau, tu seras déçu. Et je comprends cette méfiance. Elle est une réponse intelligente à une expérience douloureuse, mais elle est aussi, si on la laisse gouverner, une prison. Une prison qui vous empêche de vous ouvrir à ce qui pourrait être magnifique, qui vous empêche de vous engager vraiment dans vos relations, qui vous empêche de vivre pleinement. La confiance dans le processus, ça ne veut pas dire être naïve, ça ne veut pas dire ignorer les signaux d'alarme ou vous exposer à des situations dangereuses. Ça veut dire avoir la conviction ancrée dans votre connaissance de vous-même et dans votre expérience de votre propre résilience, que quoi qu'il arrive, vous serez capable de le traverser. Que vous avez les ressources nécessaires pour faire face à la vie, que la blessure ne vous détruira pas même si elle vous touche. Cette conviction, cette confiance fondamentale dans votre propre capacité à traverser la vie, c'est peut-être la forme la plus profonde et la plus durable de la confiance en soi. Et c'est quelque chose qui se construit à travers les épreuves traversées, à travers la connaissance de soi, à travers la pratique de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Je veux maintenant aborder quelque chose que je n'ai pas encore mentionné et qui est pourtant crucial. Je veux vous parler de l'amitié entre femmes. Parce que dans le contexte de la désirabilité et des relations amoureuses, on oublie souvent à quel point les relations entre femmes sont fondamentales pour le bien-être, pour la confiance en soi, pour la joie de vivre. Les femmes qui ont des amitiés profondes, authentiques, nourrissantes avec d'autres femmes sont généralement des femmes plus épanouies, plus confiantes, plus rayonnantes. Parce que ces amitiés leur donnent quelque chose que les relations amoureuses ne peuvent pas toujours donner, une compréhension mutuelle, une solidarité, un espace où elles peuvent être entièrement elles-mêmes sans performance ni séduction. Et ces amitiés, elles nourrissent votre vie d'une façon qui vous rend plus riche, plus intéressante, plus vivante. Elles vous donnent des histoires à raconter, des perspectives à partager, des rires à avoir. Et tout ça contribue à cette richesse intérieure qui est au cœur de l'attractivité réelle. Alors si vous avez négligé vos amitiés féminines, si vous avez mis de côté vos amis pour vous concentrer sur votre relation amoureuse ou sur sa reconstruction, je vous invite à réinvestir dans ces amitiés. Appelez cet ami que vous n'avez pas vu depuis trop longtemps. Organisez son dîner, une sortie, un moment de vraie connexion. Ces moments sont précieux. Ils vous nourrissent d'une façon que rien d'autre ne peut remplacer. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose qui est souvent source de confusion et de souffrance et qui est la question de l'attente. Attendre que quelqu'un revienne, attendre que quelqu'un vous choisisse, attendre que votre vie commence vraiment. L'attente est l'une des postures les plus douloureuses et les plus contre-productives dans lesquelles on peut se mettre.
Parce qu'elle vous place dans une position passive dans laquelle votre bien-être dépend de ce que quelqu'un d'autre va décider de faire. Et cette position passive est non seulement douloureuse, elle est aussi, comme nous en avons parlé, peu attirante. Les femmes vraiment désirées n'attendent pas. Elles agissent, elles créent, elles construisent, elles vivent. Elles ne mettent pas leur vie en pause en attendant que quelqu'un vienne la valider. Elles vivent leur vie pleinement maintenant avec ce qu'elles ont là où elles sont. Et cette façon de vivre active, engagée, présente, crée un rayonnement qui attire les bonnes personnes naturellement. Voilà un principe que j'appelle la loi de l'attraction authentique. Non pas dans le sens ésotérique et mystique qu'on lui donne souvent, mais dans un sens très concret et psychologique. Quand vous vivez pleinement, quand vous êtes authentiquement vous-même, quand vous rayonnez de cette présence et de cette vitalité dont nous avons parlé, vous attirez naturellement des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Des personnes qui ont elles-mêmes cette profondeur, cette authenticité, cette capacité à la connexion vraie, et c'est infiniment plus précieux que d'attirer quelqu'un par des stratégies ou des artifices. Parce que ce que vous attirez ainsi, c'est quelqu'un qui vous voit vraiment, qui vous choisit vraiment, qui vous désire vraiment pour ce que vous êtes. Et ça, c'est ce dont vous avez besoin. Pas d'être désiré par n'importe qui, être vraiment désiré par la bonne personne. Je veux maintenant vous parler de quelque chose de très spécifique et de très pratique qui est la façon dont vous vous présentez dans les premières interactions. Que ce soit avec un ex-partenaire que vous revoyez ou avec quelqu'un de nouveau. Parce que les premières impressions comptent et il y a des façons de se présenter qui créent immédiatement une dynamique positive et attirante. La première chose à retenir, c'est d'arriver à une interaction avec votre propre énergie, pas avec l'énergie de ce que vous voulez obtenir. Si vous arrivez à une interaction en vous demandant est-ce qu'il va me trouver attirante, est-ce qu'il va me rappeler, est-ce qu'il va me vouloir, vous arrivez avec une énergie de besoin, d'attente, de demande, et cette énergie, comme nous en avons parlé, est peu attirante. Si vous arrivez à une interaction en étant simplement vous-même, curieuse de l'autre, présente à l'échange sans agenda caché, sans attente spécifique, juste là pour voir ce qui se passe, vous arrivez avec une énergie de légèreté, de confiance, de présence. Et cette énergie est magnétique. Concrètement, ça veut dire qu'avant une interaction importante, au lieu de passer du temps à vous préparer mentalement à ce que vous voulez obtenir, vous passez du temps à vous ancrer dans votre propre présence. Vous respirez, vous vous rappelez qui vous êtes, ce que vous valez, ce que vous avez à offrir, pas pour le montrer, mais pour le savoir. Et vous arrivez depuis cet endroit de solidité et de confiance. Et voici quelque chose d'important sur le langage non verbal dans ces interactions. Votre corps parle avant même que vous ouvriez la bouche. La façon dont vous entrez dans une pièce, dont vous vous tenez, dont vous regardez les gens, dont vous souriez, tout ça communique quelque chose. Et ce qu'il communiquait, c'est soit la confiance et la présence, soit l'anxiété et le besoin d'approbation. Travaillez votre langage non verbal. Non pas pour performer, non pas pour jouer un rôle, mais pour vous aligner avec la façon dont vous vous sentez vraiment quand vous êtes à votre meilleur. Quand vous vous sentez confiante, comment vous tenez-vous? Quand vous vous sentez légère et joyeuse, comment regardez-vous les gens? Quand vous vous sentez vraiment vous-même, comment bougez-vous? Identifiez ces états et apprenez à les incarner délibérément. Pas comme une performance, mais comme un rappel à vous-même de qui vous êtes quand vous êtes au mieux. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui va peut-être vous surprendre et qui est la question du mystère. Les femmes vraiment désirées gardent une part de mystère. Pas de façon calculée, pas de façon manipulatrice, mais parce qu'elles ont une vie intérieure riche qu'elles ne partagent pas entièrement tout de suite avec tout le monde. Il y a une tendance dans les relations modernes à tout révéler très vite, à partager ses peurs, ses traumatismes, ses insécurités dès les premières rencontres. Comme si la vulnérabilité immédiate et totale était un gage d'authenticité. Mais ce n'est pas de la vulnérabilité, c'est de l'impudeur émotionnelle. Et elle crée une intimité artificielle qui s'effondre rapidement parce qu'elle n'a pas eu le temps de se construire vraiment. L'intimité réelle se construit progressivement. Elle se construit à travers des couches successives de révélations, à travers des moments de connexion accumulés, à travers une confiance qui se gagne petit à petit. Et le mystère, la part de vous-même que vous ne révélez pas immédiatement. C'est ce qui maintient l'intérêt, c'est ce qui crée l'envie d'aller plus loin, de vous connaître mieux, de vous comprendre plus profondément. Alors gardez une part de vous pour vous. Pas par rétention, pas par manipulation, mais parce que vous êtes une personne complexe et profonde et que votre profondeur mérite d'être découverte progressivement avec soin par quelqu'un qui en est digne. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est très souvent négligé dans les conversations sur l'attractivité et le désir et qui est la question du projet de vie. Parce que les femmes vraiment désirées ont un projet.
Pas forcément un grand projet au sens professionnel ou social du terme, mais un sens de direction, une vision de ce qu'elles veulent construire, de ce vers quoi elles vont. Et ce projet, cette direction, cette vision, ça se sent, ça crée une énergie, une vitalité, un enthousiasme qui sont profondément attirants. Qu'est-ce que vous voulez construire ? Pas dans votre relation amoureuse, dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez créer, apprendre, explorer, vivre dans les prochaines années? Avez-vous une réponse à cette question? Si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose à travailler. Parce que quand vous avez une réponse à cette question, quand vous avez une vision de ce que vous voulez pour votre vie, quelque chose change dans votre façon d'être, vous avez une direction, vous avez une raison de vous lever le matin qui va au-delà de gérer les problèmes du quotidien. Et cette direction, cette raison, elle rayonne. Pensez aux femmes que vous admirez. Pas nécessairement les plus belles, pas nécessairement les plus jeunes, mais celles qui vous inspirent, celles qui vous donnent envie d'être à leur hauteur. Qu'est-ce qu'elles ont en commun ? Je parie que la plupart d'entre elles ont quelque chose qui les passionne, quelque chose vers quoi elles tendent, quelque chose qui les fait se lever le matin avec enthousiasme. C'est ça qui les rend inspirantes. C'est ça qui les rend désirables. Trouvez votre passion ou retrouvez-la si vous l'avez perdue quelque part en chemin. Ça peut être quelque chose de grand ou de petit. Ça peut être la peinture, la cuisine, le jardinage, l'écriture, le voyage, le bénévolat, l'apprentissage d'une langue, n'importe quoi qui vous fait vibrer, qui vous donne le sentiment d'être vivante, qui vous connecte. Quelque chose de plus grand que les problèmes du quotidien. Trouvez ça, investissez-y et regardez ce qui change dans votre énergie, dans votre rayonnement, dans la façon dont les gens vous perçoivent. Voilà, nous approchons maintenant de la fin de notre conversation d'aujourd'hui. Et je veux vous laisser avec quelque chose d'important, quelque chose que je veux que vous emportiez avec vous, que vous gardiez en vous, que vous vous répétiez dans les moments de doute. Vous êtes une femme extraordinaire, pas parce que vous êtes parfaite, pas parce que vous n'avez pas de failles ou d'erreurs ou de blessures, mais parce que vous avez traversé des choses, parce que vous avez survécu à des moments difficiles, parce que vous continuez à chercher, à apprendre, à grandir, parce que vous êtes là aujourd'hui à écouter cette conversation, à vous donner la chance de comprendre quelque chose de nouveau, de voir les choses différemment, de vous ouvrir à la possibilité que votre vie peut être plus belle, plus pleine, plus épanouissante qu'elle ne l'est en ce moment. Cette ouverture, cette volonté de grandir, c'est ce qui vous rend extraordinaire et c'est ce qui vous rend désirable dans le sens le plus profond et le plus durable du terme. Je veux aussi vous dire quelque chose sur les hommes parce que nous avons parlé beaucoup de vous, mais il est important de comprendre quelque chose sur la psychologie masculine pour bien saisir pourquoi tout ce dont nous avons parlé fonctionne. Les hommes qui ont eux-mêmes fait un certain travail sur eux-mêmes. Ces hommes ne cherchent pas une femme parfaite, ils cherchent une femme réelle. Une femme qui a de la présence, de la profondeur, de l'authenticité. Une femme avec qui ils peuvent avoir une vraie conversation, pas juste une belle façade. Une femme qui les défie intellectuellement et émotionnellement, qui les inspire, qui les rend meilleurs. Une femme qui a sa propre vie, ses propres passions, ses propres opinions et qui n'a pas besoin d'eux pour exister. Ces hommes existaient. Ils ne sont peut-être pas les plus nombreux, mais ils existent. Et ce sont précisément ces hommes que vous méritez. Et ce sont précisément ces hommes que vous attirerez quand vous serez pleinement vous-même. Alors ne vous réduisez pas, ne vous diminuez pas. Ne faites pas semblant d'être moins que ce que vous êtes pour ne pas effrayer quelqu'un qui n'est pas à votre hauteur. Soyez entière, soyez vous-même, soyez présente, profonde, authentique, vivante. Et faites confiance que la bonne personne, la personne qui peut vous voir vraiment et vous désirer vraiment, cette personne sera attirée par votre réalité, pas repoussée par elle. Et maintenant, permettez-moi de récapituler les points essentiels de ce que nous avons partagé aujourd'hui, non pas sous forme de liste, mais comme une dernière invitation à la réflexion. Vous avez une valeur intrinsèque, profonde, irréductible, qui n'est pas conditionnelle à votre âge, à votre apparence, à votre situation. Cette valeur existe, elle a toujours existé. Et votre travail, votre seul vrai travail, c'est de vous en souvenir et d'agir en conséquence. La présence incarnée, cette façon d'être vraiment là, dans votre corps, dans l'instant, dans l'espace que vous occupez, c'est la chose la plus attirante qui soit. Et elle se cultive à travers des pratiques simples et régulières, les frontières claires, le non-dit avec bienveillance et sans culpabilité, c'est ce qui crée le respect et l'attraction, pas ce qui les détruit. La vulnérabilité authentique, partagée avec discernement, est une force, pas une faiblesse. Elle crée la connexion profonde dont vous avez besoin. Votre vie pleine, riche, passionnée, c'est votre plus grand atout de séduction. Pas ce que vous faites pour plaire à l'autre, mais ce que vous faites pour vous-même.
Et l'authenticité radicale, le courage d'être vraiment vous-même. C'est ce qui vous distingue, c'est ce qui vous rend unique, c'est ce qui crée le désir vrai, le désir durable, le désir qui construit quelque chose de beau. Vous n'êtes pas en compétition avec d'autres femmes, vous n'êtes pas en train de perdre contre quelqu'un de plus jeune ou de plus beau. Vous êtes en train de devenir plus pleinement vous-même et ça, personne ne peut vous le prendre, personne ne peut y faire concurrence parce que personne d'autre que vous ne peut être vous. Alors voilà ce que je vous demande de faire après cette conversation. Une seule chose concrète, immédiate, accessible. Choisissez une des pratiques dont nous avons parlé, une seule, celle qui vous parle le plus, celle qui vous semble la plus importante ou la plus urgente pour vous en ce moment, et commencez aujourd'hui, pas demain. Pas quand vous vous sentirez prête aujourd'hui, parce que vous êtes déjà prête, vous l'avez toujours été, vous avez juste besoin de vous en souvenir. Et si vous voulez continuer ce chemin avec moi, si vous voulez plus d'outils, plus d'insights, plus de conversations comme celle-ci, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo avec les femmes de votre vie qui en ont besoin et laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a le plus touché, ce qui vous a le plus parlé, ce que vous allez commencer à faire différemment. Parce que votre histoire m'intéresse, parce que vous m'intéressez et parce qu'ensemble nous pouvons construire quelque chose de beau. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir écouté, d'avoir fait confiance à ce processus. Prenez soin de vous, vraiment, profondément, avec toute la bienveillance et tout l'amour que vous méritez. À très bientôt.